Il y a eu au cours de l'existence, de l'histoire de la CST, là, il y a eu des grandes batailles. Une qui me vient à l'esprit, c'est les employés de garage au Saguenay. Au départ du conflit, 26 concessionnaires automobiles répartis sur le territoire du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Les employeurs. L'association régionale des concessionnaires. Des concessionnaires. Ils faisaient une négociation avec le syndicat démocratique des employés de garage du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et cette année-là, la corporation régionale, et ça on s'en est aperçu après le début du conflit, avait préparé un scénario pour mettre leurs salariés en lock-out pour être capables d'enlever une quarantaine de points qui existaient dans leur convention collective, quand je dis des points, des droits. Okay. Une quarantaine de droits, notamment, ça c'était un des plus importants, c'était la durée de la semaine de travail. Les gens avaient obtenu la semaine de 4 jours plusieurs années avant. Les concessionnaires étaient capables de s'adapter avec ça, mais là, ils avaient décidé qu'ils retournaient à 5 jours, c'était fini. Bon, il y avait une quarantaine de points comme ça. Alors, c'était inacceptable. Et les gens l'ont rejeté. Les employeurs les ont mis en lock-out. Le lock-out a duré 34 mois. Que les concessionnaires ont continué d'être en affaires? Est-ce qu'ils ont continué d'être ouverts? Oui. Puis ça, on s'est aperçu de ça durant le conflit. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que ils exécutaient dans les ateliers avec les cadres qu'il y avait des travaux. Alors ça, il n'y avait pas un volume intéressant, mais ce qu'ils avaient fait bien avant la phase de négociation, c'est qu'ils avaient acheté une ancienne entrepôt qu'ils avaient converti en atelier de mécanique générale et ils envoyaient leurs clients là. Donc, ils s'étaient donné des infrastructures pour avoir un conflit. Ah oui, c'était pensé de façon intelligente, puis ils avaient investi beaucoup d'argent pour être capables d'avoir cette infrastructure et déjouer le code du travail. D'autres mécaniciens, j'imagine. Oui, d'autres mécaniciens qui n'étaient pas syndiqués, puis qui provenaient d'ailleurs, puis qui se sont jamais syndiqués, qui étaient pas... C'était bien ficelé. C'était bien, très bien organisé. Ouais. Mais on a construit quand même des solidarités au niveau régional, au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des syndicats de la FTQ qui versaient des cotisations hebdomadaires pour venir en aide aux gens, des cotisations de 10 $ par semaine. On a eu de la solidarité qui provenait de syndicats de la CSD aussi, entre autres les concessionnaires automobiles de Québec. C'est un syndicat qui représente près de 1000 membres. Donc, une belle solidarité régionale qui s'est faite. Et une des choses dont je suis le plus fier dans ce conflit, c'est que pour célébrer les 2 ans du conflit, j'ai dit au syndicat, il serait intéressant de développer une solidarité qui déborde de la région. Et je vous propose que j'invite la FTQ, que j'invite la CSN, que j'invite la CEQ et des syndicats à venir dans une activité, un grand événement. Ils étaient d'accord, donc on organisait ça.
Et puis, on a eu de la FTQ, Daniel Boyer, on a eu Louise Chabot de la CSQ, on a eu Jean Lacharité de la CSN, on a eu la présidente de la PTS, on a eu la présidente du SFPQ, le président du SPGQ. Tout le monde était là. Hein? Et il y avait le vice-président de la CFTC qui était venu de Paris. On était presque 600 à l'hôtel à Jonquière. Avec évidemment une couverture médiatique pour être capable de souligner les 2 ans de ce lock-out. Et là, chaque organisation syndicale a pris l'engagement d'organiser des événements avec le syndicat affilié à la CSD. Alors, on avait une semaine CSN, une semaine Métallo, une semaine Unifor, une semaine SPGQ, SFPQ, APTS, et chacun avait des activités de solidarité. Le ministre du Travail de l'époque, Sam Hamad, avait compris que le syndicat était déterminé à continuer et que les employeurs ne lâcheraient pas non plus. Donc, après 34 mois de lockout, de manifestations de solidarité, sa conclusion, c'est que ça prenait autre chose. Et l'autre chose a été un projet de loi qui a été déposé. C'était la première fois depuis l'adoption du Code du travail en 1964. C'était la première fois au Québec que le gouvernement intervenait dans un conflit privé. Et ce que le projet de loi disait, c'est que il demandait aux partis de régler, sinon, avec des délais bien précis, s'il n'y a pas d'entente, il y aura arbitrage, 2 arbitrages. Le premier sur le protocole de retour au travail. Okay. Et en attendant, les travailleurs vont rentrer avec l'ancienne convention collective. Et le deuxième arbitrage, avec des délais, des échéanciers, un arbitrage sur la convention collective. Et là, avant que le processus d'arbitrage s'enclenche, il y avait à peu près 3 semaines, 1 mois. La date fatidique était le 7 janvier. Normand Gauthier, le médiateur, a convoqué les partis le 5 janvier. Et là, comme par hasard, ce qui est arrivé, tout le monde ayant la pression du côté patronal et du côté syndical de la possibilité d'un arbitrage, ils se sont mis à négocier et ça s'est réglé dans l'espace d'à peu près un après-midi. Seigneur. C'est ça, les relations du travail. C'est ça, c'est de cette façon dont le rapport de force se joue. Dans des milieux comme ça, ce qui est très difficile aussi, pour l'avoir vécu avec eux ou avec dans Asbestos, c'est les effets que ça a dans la communauté, dans la famille. Au Lac-Saint-Jean, c'était moins vrai un peu au Saguenay, mais au Lac-Saint-Jean, la population est moins nombreuse, c'est tissé serré, les gens se connaissent, et puis ça crée des tensions dans les familles, ça crée des tensions dans les communautés qui ont eu des impacts pendant longtemps. Et ce qui a été le plus dur pour les concessionnaires, c'est que ces personnes-là vivent dans les communautés. Et quand je vous dis que les communautés se sont déchirées, le concessionnaire, si avant, le samedi matin, il allait faire l'épicerie avec sa femme, il envoyait sa femme toute seule, puis sa femme toute seule, elle se faisait recevoir dans les allées avec des grimaces, se faisait que les enfants à l'école se faisaient crier des noms. Tu sais, ça crée des climats qui ne sont plus, vivables. Pourquoi que ça arrive, ces trucs-là? Pourquoi l'entêtement des employeurs? Pourquoi ils ont vraiment agi comme des bombes corporatifs? Ils n'ont aucun respect. La dignité pour eux autres, c'est un mot qui veut rien dire. Le problème, il reposait sur les droits que les femmes et les hommes qui travaillaient dans leur concession automobile avaient. Qu'on voulait leur retirer. En bout de ligne, est-ce qu'ils ont gagné la majorité de leur poids? Est-ce qu'ils ont conservé la majorité définitivement. Dont la semaine de travail? La semaine de travail, il y a une concession qui a été faite dans les petites concessions d'automobiles
où il y avait, je ne me rappelle plus, il faudrait que je trouve moins de X mécaniciens, parce que le problème était surtout en mécanique. Alors, s'il y avait moins de mécaniciens, ça ne s'appliquait pas, mais il y avait tout un mécanisme pour faire en sorte qu'ils reviennent la semaine de 4 jours le plus rapidement possible. Mais les concessionnaires du Saguenay, qui étaient des plus gros ateliers, eux, il n'y a pas eu de changement à cet égard-là, donc ils ont gagné. Non, les résultats là, font en sorte que il n'y aurait même pas dû y avoir de l'encadre. C'était la barbarie. C'était complètement inhumain, complètement... Moi, personnellement, là, c'est le conflit, dans tous ceux que j'ai vécu, dans toutes mes années, c'est celui qui a été le plus dur pour moi. Parce qu'il était tellement... Ça dépassait l'entendement. C'était tellement absurde, c'était tellement... des employeurs avaient une attitude de vengeance antisyndicale primaire. Le président, quand il s'implique dans des dossiers, c'est pas pour remplacer des gens. Non. Quel genre de rôle vous avez dû jouer dans ce dossier? Bon, évidemment, le rôle avec le ministre du Travail. Après ça, le rôle avec des personnes dans la communauté qui pouvaient avoir une certaine influence sur des concessionnaires automobiles pour les faire réfléchir. C'est périphérique, comme vous dites. Oui. On joue dans l'écosystème. Okay. On joue dans l'écosystème. Quand on est au lac, c'est différent, puis souvent, ces trucs-là se font sur des échanges informels avec d'autres personnes. Donc, c'est pour faire bouger les actions, pour faire réfléchir les concessionnaires de l'absurdité de la situation. Ouais. Ça touchait combien d'employés? 450 salariés pendant 34 mois. Est-ce que ces gens-là sont toujours syndiqués aujourd'hui? Oui. Ben là, ils viennent de renouveler leur convention collective sans conflit. Les intervenants patronaux ne sont pas les mêmes. Les intervenants syndicaux ne sont pas les mêmes, mais personne, ni du côté patronal, ne veut revivre ça. Ouais, c'était trop lourd. La génération nouvelle est moins sensible au syndicalisme, à la solidarité syndicale. Si vous aviez une chose à leur dire, si vous aviez un message à leur passer à cette nouvelle génération. C'est pas aux jeunes le problème. Le problème est dans les organisations syndicales. Moi, ce que j'observe, puis à l'image de la société, de plus en plus, dans les organisations syndicales, on réfère à des spécialistes, on réfère à des grands techniciens. On convertit le soutien syndical en service syndical. Okay. Or, on crée ce que j'appelle, ce que Jean-François Clauset appelait en 85, la syndicratie. C'est-à-dire des gens hyper compétents, des grands techniciens qui savent, qui connaissent et qui vont vous guider puis qui vont vous dire où aller. C'est pas ça que les jeunes veulent. Ce que les jeunes veulent, la première des choses, c'est l'autonomie. La deuxième des choses, ils veulent développer leurs compétences. Ça ressemble-tu au projet CSD, ça? Puis le troisième, ils veulent faire partie d'une gang, ils veulent faire partie... Alors ça, c'est le projet CSD. Une communauté. Mais ouais, quand ils adhèrent à ça, là, tu essayeras après ça de les remplir avec des syndicrates. Tu sais, moi, j'en ai rencontré plein de syndicrates partout, pas juste au Québec, là. Et j'observais ça en dernier, cette tendance à vouloir technocratiser. Et quand on fait ça, on s'éloigne du monde. Donc, ce que vous dites, c'est pas de même. Les écouter. Il faut s'assurer qu'on les écoute, qu'on répond à leurs besoins, qu'on les accompagne. Le métier, là, le métier d'un militant syndical, c'est d'être à l'écoute, d'être capable de traduire ça en revendications concrètes,
puis après ça, d'aller le négocier. Puis il faut mobiliser les gens en ça. Tu sais, c'est ça notre métier. Notre vrai rôle. Puis les technocrates, les super spécialistes, c'est important, là. Faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on ait des lieux de réflexion. Tu sais, moi, quand j'étais président, je ne sais pas combien de fois j'ai sollicité des profs d'université pour des discussions sur différents sujets. C'était en complémentarité ou c'était en opposition du personnel qui était à CSD. J'appelais les profs, puis là, on va-tu se voir, ou j'allais le voir à l'université, ou ils venaient me voir au bureau, puis là, on jasait, des fois des soirées complètes, à échanger avec des profs pour être capable de s'enquérir de ces trucs-là, de checker. Là, après ça, je revenais dans la réalité. Dans la centrale, puis là, je disais, il y a ça, là, arrêtez, là. Ouais, mais là, puis, ça crée des débats. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une contribution que les spécialistes peuvent apporter. Oui, qui est essentielle, Je ne discute pas de ça. Comment tu fais la relation entre les syndicats de la base puis ces grands penseurs-là? Alors là, tu te retrouves avec des clivages. Tu sais, c'est ce qu'il faut éviter. Mais il faut l'allier, en fait. C'est ce Oui. Tu sais, puis j'ai développé rapidement des liens avec plusieurs profs d'université, dans plusieurs... Puis il n'y avait pas d'honoraire, là. Je l'appelais, puis je les appelais, puis ça fonctionnait, puis... C'était une ressource. Vous alliez vous sourcer... Oui, puis après ça, je le ramenais, puis là, je connectais ça avec mon monde, puis on le faisait bouger, puis... Mais je sens que ça correspond terriblement à vos valeurs. C'était aller partager cette information-là. Moi, il n'y a rien qui... Là, les conseillers syndicaux me disaient, là, il faudrait que tu les rencontres, puis tout ça. Puis là, je regardais ça. Ils disaient, j'ai samedi ou dimanche. Alors, je ne suis pas capable d'avoir ça samedi, dimanche. Pardon? Là, tu me parles d'un truc important, puis tu n'es pas capable samedi et dimanche. Hey! Il faut trouver le mot. Hey! Je prenais le téléphone, j'appelais, il n'y a pas de problème, on vous attend. C'est ça. Non, mais, tu sais, enfin. C'est parce qu'il y a une espèce... Tu sais, je ne peux pas demander à la nouvelle génération d'avoir une pratique militante comme on a eu dans notre génération, comme j'ai eu. Ça, on ne peut pas demander ça. La société a changé, les couples ont changé, la définition du militant a changé. Ça, je respecte ça. Mais de façon systématique, tu sais, je trouve que dans certains cas, au niveau du personnel, on est allé trop loin. Il n'y a plus de discernement. Puis je ne leur demande pas de travailler 275 jours. Ils peuvent en faire 230, 240. Non, mais tu sais, je comprends ça. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'air. Il faut qu'ils soient plus équilibrés. Tu sais, leur vie soit plus équilibrée. Autrement, ils vont perdre leur conjointe. Puis, tu sais, c'est... Bon, ça, je comprends tout ça. S'adapter aux conditions d'aujourd'hui. Oui. Ce qui ne nous empêche pas de continuer de militer, quand même. C'est ce qui est essentiel. Puis, avec tous les enjeux qu'on a au niveau de démocratie, au niveau sociétal, écoutez, tu sais, que ce soit le logement, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la crise des médias, il y a des enjeux, on ne peut pas les enjeux majeurs. Donc, si vous retourniez en 1974, vous vous impliqueriez dans des sujets comme ceux qu'on vit aujourd'hui. On ne peut pas les négliger, on peut pas... Bien, je l'ai toujours fait, mais avec la réserve je vous ai dit, garder son monde dans son champ de vision. Alors, toujours, quand je vous parlais, l'exemple que je vous donnais sur les accommodements raisonnables, l'exemple que je vous donnais, sur le développement durable, sur tout le cheminement, le processus que j'ai pris pour y arriver. Alors, je ferais la même affaire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Je ferais la même affaire sur le logement. Je ferais la même affaire. Puis les délégués décideraient s'ils en font une priorité ou pas. Ça leur appartient, c'est à eux autres. En 2017, vous décidez que ça fait 20 ans que vous vous amusez, mais là, c'est le temps de peut-être tourner la page pour aller à d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là? L'épuisement.
Épuisement. Épuisement. Quand je dis épuisement, c'est que le corps ne suivait plus. Tu t'es rendu à 62 ans, ça fait 40 ans que tu fais entre 275 300 jours année, que tu cumules 50 à 60 000 kilomètres sur l'odomètre, que tu passes 4, 5, 6 réunions à l'extérieur avec le décalage horaire pour les relations internationales. À un bon moment donné, le corps te parle, puis le corps te dit si tu continues, probablement que tu verras même pas la fin de ton mandat. Tu as besoin d'un break, tu as besoin de... Et puis, fait que c'est la décision que j'ai prise, qui n'a pas été facile parce que j'avais une dépendance affective au projet, tu sais, depuis 1974. Ouais. C'était en moi. Donc, quand on prend la retraite, quand on prend notre retraite, on vit un deuil. On vit un deuil. Et comme dans tous les deuils, il y a des étapes qu'il faut respecter. On peut pas les court-circuiter. Non, on peut pas les bousculer non plus. Donc, puis ce qu'on avait convenu aussi au bureau syndical, c'est que Claude Fauché, qui était vice-président et qui était plus âgé que moi, quittait en 2015. Après ça, moi, je quittais en 2017. Et Serge Tremblay, qui était trésorier, lui, quittait en 2019. Et Jean-Claude, qui était secrétaire Dufresne, quittait en 2021. Ce qui est arrivé. Okay. Puis, on voulait faire ça pour assurer la relève. On ne voulait pas qu'il y en ait 2 des 4 qui quittent en même temps. Ouais. C'est quand j'ai annoncé ça à l'Assemblée plénière pour dire que je m'en allais, tout le monde était estomaqué. Puis, en même temps... rationnellement, je savais que c'était la bonne décision, mais émotivement, c'était très lourd. Très lourd. Ben oui. Il y avait plein d'émotions. Il y avait, tu sais, toute cette vie, tout cet environnement, puis cette belle vie, ce bel environnement. Puis j'ai pu vivre cette vie-là, puis rendre ça à la CSD. C'est en raison de ma femme, avec qui je suis depuis maintenant près de 47 ans. De vie commune. On s'est d'ailleurs connus chez Pascal, donc elle a vécu la grève. Donc, puis mes enfants aussi, qui ont souffert évidemment de l'absence de leur père. Puis à certains égards, j'ai certains sentiments de culpabilité. Mais là, comme je suis à la retraite, j'ai 5 petits-enfants, et là, je peux être présent, beaucoup plus présent. Je suis très présent, pas intrusif, mais très présent pour être là quand ils souhaitent qu'on soit là. Je veux pas d'en prendre d'autres engagements formels à cet égard. Il n'y a pas de projet ou vous dites pas d'engagement, mais il n'y a pas des choses qui vous dites « Ah, ça, j'aimerais peut-être toucher à ça. » Pas pour l'instant. Je laisse venir. Je veux pas refuser, je veux pas abandonner, je laisse venir. Tu sais, je laisse venir. Si quelque chose de vraiment intéressant se présente, vous allez peut-être dire, ah, ça, je sais pas. Tu sais, mes semaines sont composées de hockey, de tennis, de patinage artistique. Non, mais j'ai 5 petits-enfants qui bougent à gauche puis à droite. Tu sais, avec toute la dimension de la conciliation travail-famille, les parents ont besoin d'air aussi, là. Fait qu'on est là pour répondre, pour leur donner... puis il n'y a rien de plus important puis de plus riche qu'une famille fonctionnelle où les gens s'entendent bien. Puis ça correspond à vos valeurs. Ben oui, c'est une fierté. C'est une fierté, tu sais, de travailler à consolider ces liens familiaux. Puis mes petits-enfants qui se rencontrent fréquemment, tu sais, pour que ça ait une signification d'être des 5 cousines et cousins. Pour moi, c'est excessivement important. Si c'était à refaire tout ça, c'est 40 quelques années d'expérience syndicale, de vie syndicale et tout ce qui s'en est suivi, est-ce que vous referiez la même chose? Exactement la même chose. Pas de changement? Non. C'est les valeurs qui sont derrière ça qui... Il fallait tout donner au projet, il fallait le faire vivre, ce projet-là. Puis, je referais exactement la même chose.
Puis ce que je vous dirais, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des collègues exceptionnels au bureau syndical. Ma responsabilité, c'était de faire en sorte qu'il y ait une harmonie, une cohésion. Mais en même temps, ça, c'était... Je n'étais pas moi-même, là. C'était dur, c'était lourd. Ben oui, mais 40 ans, tu sais. Oui, c'est une grosse page de tour. C'est lourd. Je voudrais vous remercier énormément. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci.